Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Lucas Belvaux et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le festival incontournable de la rentrée littéraire, les 16, 17 et 18 septembre dans toute la métropole du Grand Besançon. Vous pourrez y rencontrer plus de 200 auteurs de littérature générale, mais aussi de bande dessinée et de jeunesse. Près de 100 rencontres, ateliers, lectures musicales, spectacles pour enfants. Il y en a pour tous les goûts et l'entrée est gratuite. J'y étais pour ma part en tant qu'auteur l'an passé et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec les écrivains de cette rentrée, dont vous, Lucas Belvaux, qui sortez votre premier roman intitulé Les Tourmentés, paru chez Alma, en collaboration avec les éditions Anne Carrière. On vous connaît surtout en tant que cinéaste, scénariste, acteur, réalisateur de 9 films, parmi lesquels Un couple épatant, Cavale après la vie, la trilogie, mais aussi La raison des plus faibles, 38 témoins, Pas son genre, et puis Des hommes plus récemment. J'ai dévoré votre roman, que j'ai trouvé intelligent, trépidant, très émouvant. Un roman qui, comme un bon film, reste et continue de travailler en nous, de vivre en nous, pour employer un terme moins laborieux. Alors j'ai bien entendu envie de vous interroger sur le livre, mais aussi sur votre processus créatif. Profiter aussi du fait qu'on partage tous les deux une certaine expérience, enfin j'ai une expérience moins importante que la vôtre, mais du cinéma et du monde des livres, pour converser ensemble sur les différences peut-être entre les deux écritures et leur complémentarité. Et puis, si le vent nous y conduit, aborder les liens potentiels entre les histoires que vous racontez et la vôtre. Bon, déjà commençons par le commencement. Comment allez-vous ? Bien. Comment vous sentez-vous ce matin ? Très bien. Ouais ? Oui. Comment se passe cette rentrée littéraire ? C'est nouveau, en fait, Ouais, je découvre, je me rends compte que c'est à la fois... sortir un livre, c'est un peu comme sortir un film. Ouais. C'est-à-dire qu'on va dans les festivals, on fait des interviews, on rencontre les lecteurs ou les spectateurs. Et en même temps, c'est probablement plus agréable parce que le temps n'est pas le même. C'est-à-dire qu'un film, on sort le mercredi, donc ça va commencer, tout ce qui est promotion se passe avant, mais à partir du moment du jour de la sortie, ça va très très vite. Et en gros, le lundi qui suit le mercredi, ou le dimanche soir, c'est à peu près plié, quoi. On sait si le film va marcher, s'il est déjà mort. Déjà le mercredi soir, quand le film sort le mercredi matin, le mercredi soir, on a déjà une idée un peu sérieuse de ce que va être la vie du film. Et c'est cette accélération soudaine et brutale et pas très facile à vivre. Là, un bouquin, c'est pas la même chose. Et puis ça ramène aussi à la nature profonde, des deux médiums, des deux médias. C'est-à-dire que le cinéma a un autre rythme, à la fois dans sa fabrication et dans sa perception. C'est-à-dire que et dans son écriture aussi, parce que finalement, on écrit le scénario, mais on écrit aussi pendant qu'on tourne et puis on réécrit en montage. Absolument. Mais c'est pour ça que je dis pendant la fabrication, c'est que pendant tout le processus, que ce soit écriture, tournage, préparation, le temps est différent de celui de l'écriture romanesque. Au cinéma, on maîtrise pas vraiment son temps. C'est-à-dire que ça coûte tellement cher qu'à partir de la préparation, mais on pourrait presque dire à partir de l'écriture du scénario, on pense déjà au tournage et on écrit sous la contrainte. C'est-à-dire sous la contrainte de la fabrication, sous la contrainte du temps et de l'argent. Et puis sur la contrainte du nombre de pages, ce qui est quand même la grande différence avec le roman, où on peut s'étaler sur des chapitres, sur une scène en particulier, ce qu'on ne pourrait pas forcément faire dans le cinéma. Il y a un truc très mathématique aussi dans le scénario. Oui, c'est une contrainte à la fois technique et budgétaire déjà, je dirais. Ouais. La littérature, c'est la liberté. Alors, Lucas,
Vous allez avoir une couverture médiatique assez dingue du fait que vous êtes réalisateur aussi. J'imagine que vous en avez conscience, donc forcément vous intéressez tous les médias littéraires, etc. Donc les gens qui s'intéressent à vous vont lire plein d'articles sur vous. Vous avez rodé le pitch. Alors je vous laisse le faire pour qu'on explique de quoi parle le livre. Vous le ferez mieux que moi, je pense, parce que ça fait un moment que vous le faites. C'est vrai ? Je suis pas sûr. Oui, parce que je suis pas bon en pitch. Moi, depuis que je fais des films où j'écris, ce qui m'intéresse, c'est les points de vue et la multiplicité des points de vue. Et plus il y a de regards sur une histoire, et plus il y a d'entrées, plus ça m'intéresse. C'est un processus narratif qui vous définit, c'est vrai, qui se retrouve dans de nombreuses... Oui, je pense. Et donc là, à nouveau, c'est difficile de raconter l'histoire. Alors, si on prend l'origine du projet, c'était censé être un film de genre. Et donc, ce qui m'intéresse, quand je dis ça, c'est pas le mot film, c'est le mot genre qui m'intéresse, parce que c'est devenu un roman noir, en fait. J'ai basculé à un moment assez vite dans l'écriture sur un roman plutôt que sur un film. C'est un roman noir, donc c'est, en gros, ça serait un roman de chasse à l'homme, ce qui est assez classique. Ce qui est intéressant dans le genre, c'est que, quelque part, ça donne la trame narrative définitivement. On a une situation forte qu'on va traiter, et c'est pas très compliqué. Et donc une fois qu'on a ça, après on peut digresser tant qu'on veut, on peut raconter ce qu'on veut, on peut tourner autour. Aucune chasse à l'homme ne ressemble à l'autre, et surtout les personnages, ils vont devenir ce qu'on veut. Et alors, quelque part, on se fout du récit, quoi. On va avancer tranquillement dans sa chasse à l'homme, mais c'est pas ça qui intéresse. Bon, alors on va essayer d'être un peu plus précis sur cette chasse à l'homme. Alors, je m'essaye un petit peu et vous complétez, d'accord ? On fait comme ça ? Oui. Comme ça, on réécrit l'histoire dans le podcast. Donc, Skander et Max sont 2 légionnaires. Skander, ex-légionnaire. Skander est un peu perdu. Il a décroché un petit peu, il s'est marginalisé. Il croise par hasard son vieil ami Max qui lui fait une proposition insolite. Laquelle, je vous écoute. Alors pour revenir sur le tout début, c'est d'ex-légionnaires, mais c'est aussi d'ex-mercenaires, et qui se sont perdus de vue 7-8 ans avant, voire 10 ans. Et dans leur vie de légionnaire, Max a été le mentor de Skander. Il est probablement un peu plus vieux, il est surtout son supérieur hiérarchique. Il l'a formé. Il l'a formé dans tout. Il lui a appris à parler le français. Il lui a parlé comme ça se passe dans la Légion. Et tout à coup, ils ont été très proches. Et puis, ils se sont séparés. Chacun a vécu sa vie. Enfin, ils ont été d'abord légionnaires, puis mercenaires, ce qui est encore autre chose. Et puis, ils sont revenus à la vie civile. Et là, ils se sont perdus de vue. Ils se sont un peu perdus aussi, en tout cas Skander, qui a rencontré une femme, qui a eu 2 enfants. Et puis, c'est le coup classique du stress post-traumatique et de l'incapacité à vivre en paix. Et donc, il va se marginaliser, il va devenir SDF. Il n'est pas un peu perdu, il est franchement SDF, quoi. Et il est au bord de suicider, enfin, de se laisser aller, se laisser glisser. Et quand il va rencontrer Max par hasard, on apprendra que ce n'est pas un hasard après, effectivement, Max ne va pas lui proposer de marcher. Il va juste lui proposer de lui présenter sa patronne. Parce que finalement, Max, il est dedans et en dehors. C'est un frère d'armes, donc il a du mal, ça lui arracherait la gueule, comme on dit, de lui proposer ce marché. Il ne peut pas. Et donc, madame, qui est une riche héritière, elle a de son défunt mari, c'est lui qui était riche et elle hérite de la fortune de son défunt mari. Voilà. Elle a hérité de la fortune. Elle est assez jeune, elle a quoi, 45 ans ? Oui, maximum, 40-45 ans. Je dis 45 ans, c'est jeune parce qu'évidemment, c'est mon âge. Et voilà. Oui, c'est ça, mais c'est 40. Elle a la quarantaine. Et eux sont à peine plus vieux, ou à peu près le même âge, je pense. Et donc, elle a hérité non seulement de la fortune, mais d'un goût pour la chasse irrépressible. Et elle a tout chassé. Elle le dit, elle a chassé tous les gibiers de toutes les manières.
chasse à courre, à l'affût, enfin tout. Et elle a tout chassé sauf l'homme, hein, évidemment. Et donc ça lui manque. Enfin, et voilà. Et donc ça va être comme un... Et donc elle propose. Elle propose à Skender d'être son gibier. C'est-à-dire que ça va être En échange de beaucoup d'argent, il réfléchit un moment, il pense à ses enfants, à sa femme, 1 million chacun, et ils vont donc s'arrêter sur la somme de 3 millions d'euros, le prix de sa vie. Alors ce qui est absolument génial dans ce bouquin, je trouve, c'est qu'au travers de ce deal, pour reprendre l'expression de Trump, il faut. Pour ce deal, ça va nous permettre littérairement et narrativement d'explorer un paquet de sujets passionnant quant à la condition humaine. D'abord le prix d'une vie, mais aussi ça nous permet aussi de comprendre les subtilités de la société, de ces différentes strates, de la hiérarchie, du pouvoir. Ça nous permet aussi d'explorer comme l'expérience de l'existence change quand on connaît sa finitude, quand on a un point final, en fait, quand on connaît la date d'expiration de son existence. Et donc ça devient aussi presque philosophique. Et puis c'est aussi une histoire d'amour, celle de Skender et ses enfants, sa femme, ses amitiés. Enfin, ils vont tous finalement autour de ce deal revisiter leur relation, leur enfance, leur histoire et le rapport qu'ils entretiennent à l'existence. L'autre chose qu'il faut préciser pour rentrer un tout petit peu plus dans le sujet, c'est que, comme vous l'avez dit, cette affaire de point de vue va tramer tout le livre. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'impression qu'on va écouter simplement le point de vue de Skender et de Max, et puis rapidement, les autres personnages du livre vont s'insérer et nous raconter aussi leur expérience de cette histoire. C'est construit en fait sur des soliloques. C'est-à-dire que c'est des monologues intérieurs et ça m'intéressait parce qu'à la fois, ça permettait de raconter l'histoire à travers le point de vue de chacun, mais ça permet aussi de raconter l'intériorité de chacun et son évolution interne, ce qu'il ressent, comment il perçoit les autres. Et ça permet de mettre beaucoup de perspectives et de relief. Et donc, c'est une suite de soliloques. Ouais, et puis le relief, et puis aussi ce qui se retrouve dans tous vos films aussi, c'est ce côté très humain, c'est-à-dire que ça permet aussi d'abord de relativiser ce que fait ou dit un personnage, et puis de comprendre toutes les contradictions qui constituent l'homme, en fait. Et à la fois sa beauté, sa perversité. Enfin, c'est un outil. Bon, évidemment, il y a un côté très Rashomon. J'ai pensé évidemment. Je me suis demandé d'ailleurs si le film vous avait influencé, quand vous l'aviez vu pour la première fois. Oh, Rashomon influence tout le temps. Et tout le monde. Il repasse en salle. Oui. C'est pour ça que je pense à ça. Ouais. Mais Rashomon, c'est la trilogie aussi. Mais plus que Rashomon sur la trilogie, donc les 3 films que j'ai faits en 2001 et qui se croisaient, plus que Rashomon, c'était le Quatuor d'Alexandrie ou Balzac c'est plus proche de ça que de Rashomon. Et parce que, comme dans Rashomon, c'est vraiment une histoire racontée de plusieurs points de vue. Et la trilogie, ou même ici, c'est des trajectoires différentes qui se croisent et qui se percutent. Chacun a son histoire propre et que les autres ne connaissent pas nécessairement d'ailleurs. Et ça m'intéresse aussi. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est l'histoire que chacun est le personnage principal de son histoire. Et que autour, il y a des personnages secondaires plus ou moins proches, il y a des figurants qu'on croise dans notre vie, mais qui eux aussi sont le personnage principal de leur vie. Et ça, donc tout le monde a la même importance finalement. Soi-même, on se considère comme le plus important, comme le centre du monde, ce qui est un peu vrai d'ailleurs. Et en même temps, le voisin, c'est pareil, il est le centre du monde. Tout à l'heure, quand on discutait, vous disiez que vous étiez assez orgueilleux. Vous êtes auto-centré ? Non, pas tellement. Mais c'est pas ça, orgueilleux, je pense. Enfin, non, orgueilleux, c'est encore autre chose. Alors, en quoi êtes-vous orgueilleux, d'ailleurs ? Comment vous en êtes rendu compte ? Parce que s'autoriser à faire un film ou à écrire un livre, hein, c'est de l'orgueil pur et simple. C'est quelque chose de tellement... Se dire qu'on peut intéresser les gens avec quelque chose qu'on crée ex nihilo,
c'est quand même, ça demande une dose d'orgueil et de confiance en soi extraordinaire. Je suis très surprise que vous me disiez ça, parce que je trouve qu'on peut être aussi simplement un véhicule. On peut se voir aussi comme étant le véhicule à travers lequel on transmet les histoires d'hommes et de femmes. Non ? Ah ouais. Bon alors, oui, on peut le voir comme ça. Donc ça veut dire que la reconnaissance joue un rôle important, parce qu'elle vient valider aussi quelque chose. Curieusement, oui et non. Mais là, je suis plus... Vous êtes plus là-dedans ? Pour le coup, je suis plus modeste que ça. Enfin, là, j'en ai besoin, mais c'est utilitariste, quoi. Je sais que sans la reconnaissance, le livre ne sera pas lu, les films ne seront pas vus. Et donc, ça a peu d'intérêt. Mais l'imprimature, enfin, ou la caution d'une instance supérieure, je m'en fous un peu. J'ai quelques personnes dont ça m'importe qui l'aiment. Lesquels ? Des proches, des gens en qui j'ai confiance, en qui j'ai foi, ou pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et donc, eux, ça m'importe. Et puis, au-delà, ça me fait plaisir, mais en même temps, ça dépend de qui ça vient, quoi. C'est à chaque individu. C'est comme la notion de cinéaste préféré ou auteur préféré. En fait, j'ai pas de cinéaste ou d'auteur préféré. J'ai des films préférés, des romans préférés. Alors, je me rends compte quand même qu'il y a des cinéastes ou des auteurs, des romanciers dont j'aime plusieurs livres ou beaucoup. Mais je pense que tout le monde rate un film, rate un livre, ou a des périodes de sa vie où c'est moins intéressant. Et donc, c'est un peu la même chose avec qui dit quoi ou qui écrit quoi, des livres et des films. J'ai vu, en parlant d'opinion, tout ça, vous mentionnez Mauvigné, vous avez donc adapté son dernier livre Des hommes en film. Oui. Et puis surtout, ça parle du même sujet, puisqu'il y a ce côté choc post-traumatique. Oui. Et Vie du soldat, d'ailleurs, sur laquelle j'aimerais revenir, parce que le soldat est un sujet passionnant, d'abord parce qu'il est universel et qu'à un moment donné, peu importe le camp, il a une condition qui lui est propre et à laquelle tout le monde peut se rattacher, etc. On le voit par exemple même dans Fauda, dans toutes ces choses-là. Finalement, il y a un moment où il n'est plus question de camp, on est dans le vif du terrain et de la survie. Et puis, il y a aussi cette idée, je trouve, dans La vie du soldat, qu'en fait, d'abord, ils sont au plus près de la mort. Et donc, leur vie a un sens extrêmement... Comment dire ? Ils sont au contact de la mort et donc ils sont beaucoup plus vivants. Et en plus d'être plus vivants, ils vivent dans une communauté extrêmement liée. Ils sont tous frères d'armes, et puis ils sont prêts à mourir pour l'autre. Et le retour à la vie civile est extrêmement violente parce que, à bien des égards, le pays est en paix, ils sont dans un contexte de paix, mais les relations sont presque plus violentes parce qu'elles sont plus ambivalentes en fait. Et que ce côté à la vie, c'est tellement puissant, ce côté à la vie et à la mort, c'est extrêmement rassurant aussi. Après, il faut faire la part de la mythologie. Parce que moi, j'ai fait un service militaire, donc j'étais un petit peu soldat, pas longtemps. Mais... et donc, on se rend compte qu'au sein de l'unité, je n'ai pas été en condition de combat et de mort imminente ou potentielle, mais il y a quand même la vie en communauté où on est censé se serrer les coudes, etc. Et il y a le cadre ça reste aussi. Un peu relatif quand même. Ouais, il y a aussi tout, même au sein des unités combattantes, il y a des amitiés, des inimitiés, il peut y avoir des jalousies ou des haines tenaces. Un homme est un homme et le statut de soldat ne le change pas non plus fondamentalement. Ça le change probablement fondamentalement, mais pas entièrement. Ensuite, il y a une constante, je pense, dans la place du soldat. Et ça remonte à Homère. Et je pense que c'est les premières traces écrites d'une guerre racontée, et des soldats et de l'intérieur, et du combattant, du guerrier. Et il y a une très grande mélancolie. Et je trouve que c'est ce qui est très beau dans l'Iliade, c'est la mélancolie. C'est à quel point, finalement, ils y vont, ils assumeront, ça va devenir des héros, etc. Mais ça les fait pas rire, quoi. C'est empreint d'une tristesse et d'un goût pour la vie qui est... et pourtant, à la fois l'orgueil, vouloir être un héros, et en même temps le devoir, se battre pour sa cité, pour son pays, etc. Oui, donner un sens à sa vie aussi. Et donner un sens à sa vie. Et tout ça se mélange. Et au moment de mourir, il y a quand même cette idée qu'on ne vivra plus. Et que la vie, c'est quand même très, très beau. Et donc, il y a cette mélancolie-là, elle est...
je pense qu'elle est au cœur de tout, souvent. La deuxième chose que nous raconte ce statut de soldat, c'est que depuis toujours, en gros, les petits garçons, jusqu'à récemment, ont été élevés pour faire des soldats, potentiellement. On l'a vu, toutes les politiques natalistes, c'était pour avoir une France, une Allemagne ou d'autres pays forts pour avoir des soldats. Ça a un peu changé avec la guerre moderne, mais très récemment. Mais jusque dans les années 80, on passait tous au service militaire avec l'idée quand même que peut-être un jour, selon les périodes, c'était plus ou moins imprégnant, mais il faudrait y aller, quoi. Et toutes les générations, jusqu'à celle de mon père, ils sont tous battus quand même. Enfin, mon père non, parce qu'il était belge, donc il n'y a pas eu la guerre d'Algérie, mais en France, en tout cas, et dans beaucoup de pays, toutes les générations d'hommes, ils sont allés à la guerre. Et c'est, je pense que ça nous a imprégné profondément, cette idée-là, on était un peu de la chair à canon, peut-être, potentiellement, qu'il fallait accepter de mourir pour son pays, en gros pour son pays, quoi. Alors, ça nous amène à la notion de sacrifice, qui est aussi très présente dans le livre. Parce que quand on lui fait cette proposition, c'est-à-dire de finalement mourir, il pense évidemment à sa famille. En fait, tous les personnages se sacrifient pour quelqu'un quand même dans ce livre. Oui. Ouais. Alors d'où ça vient ? Je pense que la mort pour eux, finalement, n'est plus tellement un problème. En tout cas pour les trois personnages principaux. C'est-à-dire que à la fois Madame, qu'on ne connaîtra que sous ce nom, Max, qui est le mentor de Skender et Skender, sont des personnages fracassés dès leur enfance. Enfin, Skender le raconte quand il raconte son histoire. Donc Skender est d'origine yougoslave, on va le préciser. Oui. Madame est d'origine laotienne, elle a été un peu... Oui, elle est laotienne, vietnamienne. Elle a été un peu trahie par sa mère qui l'a laissée partir avec un... Elle l'a vendue, sa mère. Sa mère l'a vendue. Voilà, donc elle est assez cynique. Voilà. Et puis Max est... alors, on comprend qu'il est noir. Je me suis d'ailleurs posé la question. Oui, il est entier. Il est entier, d'accord. Il le dit très tôt. La première fois, dans le chapitre où il se présente, en gros, pour dire les choses comme ça, il dit que je me regarde dans le miroir et je vois un nègre. Il raconte la saga familiale, enfin d'où il vient, qui étaient ses ancêtres, qui se sont dressés, etc. Mais tous ont eu des enfances malheureuses, dures. Alors certains, il y a eu ce qu'on appelle la masculinité toxique. Madame, c'est autre chose. Elle est vendue par sa mère, qui est persuadée de le faire pour son bien, ou qui fait mine de le croire. Enfin, tous ces gens sont des gens qui ne se sont pas construits dans des bonnes conditions. Et donc, c'est comme un roman d'apprentissage, en fait, sauf que c'est des adultes. C'est des adultes, mais qui n'ont jamais été mûrs. Ils n'ont jamais mûri comme il faut. Comme un fruit a besoin de soleil et de pluie pour mûrir bien, eux, il leur a toujours manqué ou du soleil ou de la pluie, mais il manquait quelque chose. Et donc, ils arrivent à un moment où ils sont en proie à un nihilisme et à une fatigue ou une lassitude telle que la mort finalement. Même Madame, elle, c'est un autre rapport, puisqu'elle n'envisage pas de mourir, elle envisage plutôt de tuer. Et puis très vite, elle accepte de mourir aussi. C'est tout ça, finalement, n'aurait pas plus d'importance. Alors, on va expliquer un petit peu pourquoi elle accepte de mourir aussi, pour que nos auditeurs puissent suivre. Il part 30 jours, c'est ça, en Roumanie, et c'est une vraie chasse à l'homme organisée, etc., dont Max orchestre et arbitre. Et orchestre et arbitre, exactement. Et puis, peu à peu, les règles vont changer, et elle va accepter de pouvoir être tuée elle-même si jamais le chassé est plus fort que le chasseur. Même dès le départ. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où ils mettent les règles en place, où ils négocient, très vite, elle dit « mais après tout, vous pourrez me tuer ». Et Max, qui est censé la protéger un peu quand même, en tout cas protéger le jeu, qui est persuadé qu'elle ne peut que gagner, tout à coup est pris au dépourvu. Et qui dit « mais pourquoi vous avez dit ça ?» Elle dit « mais bon, c'est à la fois pour établir un peu d'égalité entre elle et lui, entre le chasseur et le chassé, mais aussi parce que ça n'a pas d'importance. Elle le dit. Elle explique pourquoi, finalement, sa mort... peut-être... Pour elle, la mort... c'est ce qu'elle dit. La mort ne lui enlèvera rien de ce qu'elle a vécu et ne la privera peut-être que de souffrance.
Donc la mort n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la vie et comment on la vit. Et elle le dit, ça. Donc très vite, on se rend compte que pour ces trois-là, la vie, finalement, a une valeur relative. Oui, sauf que Lucas Melvaux, elle a une valeur relative comme ça, intellectuellement, tant qu'on est encore vivant, mais une fois que la mort est proche, tout ça change. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le sujet. Ouais. D'ailleurs, quel rapport entretenez-vous à la mort? Est-ce que vous avez écrit un testament? J'étais très curieuse quand j'ai vu le livre. Je me suis dit, est-ce que vous avez écrit un testament? C'est très indiscret comme question, mais je suis profondément indiscrète. Je vous ai même pas demandé encore si vous croyez en Dieu. Donc il y a encore plus indiscret qui arrive. Je suis pas sûr. Je pense que les questions théoriques sont moins indiscrètes que les questions matérielles. Mais oui, je pense à la mort. Oui, bien sûr, je pense à la mort. Mais ça reste... la mort reste abstraite et elle reste une idée tant qu'on n'est pas touché, tant qu'on n'est pas malade, tant qu'on n'a pas d'accident. Ça reste quelque chose de... l'âge venant, c'est de moins en moins, ça se rapproche de plus en plus. Donc j'arrive à un âge, oui, où je commence à y penser, oui. Je commence à y penser sérieusement, comme on commence à compter ses points retraite. Hein. Lucas, c'est présent dans le livre. Enfin, ça, évidemment, c'est pas un hasard non plus. Oui, mais est-ce qu'on peut écrire quelque chose sans penser à la mort? Est-ce qu'on peut Bien sûr, on est constamment face à cette question de l'infinité. Elle est au cœur de toutes les œuvres. Voilà, et c'est ce qui se donne l'intérêt à la vie. Et là, le livre, il raconte quand même ça. Il raconte comment l'imminence de la mort donne de l'importance à la vie. Eux vont découvrir ce que c'est que la vie, avec tout ce que ça a, hein, l'amour, etc., et surtout la beauté du monde. Ils vont le découvrir à travers ça, à travers la mort imminente. Et qui n'est pas la mort imminente du soldat. C'est une mort imminente choisie, programmée. Oui, et puis il y a une sorte de dichotomie entre cette toute-puissance de vouloir écrire sa propre histoire et la fatalité de l'existence et de tous les sentiments qui nous rattrapent face à la fin. Ouais. Tiens, en parlant de ça, de cette histoire de mort et tout ça, parce que c'est quand même au cœur du livre, enfin je veux dire... Oui, bien sûr. On riff sur le thème pendant tout le livre de plein de formes différentes, même du point de vue des enfants, ce qui est super intéressant, du point de vue des gamins. Ils sont très émouvants d'ailleurs, les passages des enfants, on y reviendra. Vous êtes naturellement l'auteur de toutes les phrases du livre, mais il y en a une qui m'a semblé plus personnelle que les autres. En tout cas, c'est l'impression qu'elle m'a faite. Scander, donc l'ancien légionnaire, qui se repente aussi en acceptant de se faire chasser. Et donc, parce qu'il y a cette idée très judéo-chrétienne dans le livre du sacrifice, de la repentance, de la rédemption. Elles sont toutes là. Donc, il prépare ses enfants à son départ. Il est en effet le père de 2 garçons. Et sachant qu'il va mourir, il renoue avec eux, ce qui est aussi intéressant. Il a à cœur de créer des souvenirs avec ses 2 fils. Et il dit à un moment donné une phrase, je ne sais pas pourquoi j'ai senti que c'était la plus personnelle du livre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit... Ne pas oublier qu'avec ces souvenirs, je leur léguerai le vide de ma disparition, l'absence, le manque, l'incompréhension, la tristesse, le sentiment d'abandon à nouveau, de trahison. Je leur léguerai pour toujours, je le sais, l'impossibilité de faire confiance et de croire en quelqu'un, à l'affection, à l'amour, à la fidélité. Nulle quiétude pour eux, nul repos. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai senti que cette phrase était particulièrement... Je pense que c'est quelque chose qui nous touche tous, en fait. C'est la peur de l'abandon. Donc, je ne sais pas si c'est la plus personnelle. Vous avez été abandonné? Pas du tout. Donc, non, je pense que c'est... de toute façon, moi, je crois, quand on écrit, à l'empathie, au fait de se mettre à la place de l'autre, essayer c'est ce qui m'intéresse, moi, dans l'écriture des personnages, c'est essayer de comprendre d'autres positions, d'autres situations, d'autres comportements, d'autres ressentis, et donc de me mettre à la place d'eux et de réfléchir comme l'autre, ou d'essayer de voir le monde avec ses yeux. Et donc, Skender, il le raconte dans un autre passage d'où ça lui vient. Et puis, il y a aussi l'idée que, vous parlez de rédemption, oui, il se rédime parce qu'il les a toujours abandonnés, il est toujours parti. Elle lui reproche, sa femme, elle lui dit, tu ne sais pas
ce qu'on a vécu, tu ne sais pas ce qu'on a souffert, tu ne connais pas notre souffrance. Et donc, chaque fois qu'il partait en mission, comme mercenaire, et puis après, comme clochard, il apparaissait, il disparaissait. Ses enfants étaient toujours dans une insécurité totale. Donc, avant de mourir, il veut leur donner le maximum d'amour, tout ce qu'il n'a pas pu leur donner avant. Mais il sait que comme il va partir sans leur dire qu'il se sacrifie pour eux, eh ben, il va laisser à nouveau un vide immense qui va faire perdurer cette insécurité, ce manque, et ce qu'il dit, quoi. Donc à la fois, il essaye de leur donner un maximum et d'amour et de confiance, et en même temps, il sait que c'est vain. Ce qu'il leur laissera, finalement, c'est du matériel, c'est l'argent. Ce qui est déjà pas mal. Et donc ça pose la question aussi de ce SCE et ce SEUX qu'on laisse derrière après la mort, des conséquences de tout ça. Et il y a un autre passage qui est un peu la conséquence de ça, de ce que vous dites. La guerre n'apprend pas le courage, elle apprend aux hommes qu'ils sont mortels. Rien d'autre. Mais le courage n'a rien à voir avec la mort. Il en faut souvent plus pour vivre que pour mourir, plus pour regarder le monde tel qu'il est et accepter les hommes tels qu'ils sont. Pour regarder en soi, accepter que ce qu'on y trouve et vivre pourtant avec soi et les autres. Ou seul, sans amour ni espoir, sans but, accepter de n'être rien de plus qu'un insecte, une herbe ou la vache qui la mange. On sent que vous avez mené des guerres intérieures. J'aime bien l'idée de la vache qui mange l'herbe. Ouais, et ça, c'est la partie bouddhiste un peu du bouquin, je trouve. D'ailleurs, le mot bouddhisme revient à plusieurs reprises. Et donc, on sent... J'en viens à ma question plus personnelle, parce que je veux vous faire rebondir là-dessus. Juste, je voulais préciser que ça, c'est une citation de Madame. Avant, c'est pas le même personnage qui parle. Mais elles vont ensemble, ces deux passages. Pour moi, l'un est la conséquence de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ça va sur la même trame, en fait. Je suis d'accord avec vous. Même si le passage que j'ai lu en deuxième et précède l'autre, je trouve que dans la vie, c'est plutôt le... Oui. Mais après, elle a un autre passage où elle le cite, quoi. Elle dit qu'il y a un moment où les hommes se prennent pour Bouddha. Donc pourquoi on disait ça? On disait ça parce qu'on sent, pour écrire une phrase pareille, pour faire dire à son personnage une phrase pareille, on a dû forcément mener des guerres intérieures. À votre avis, laquelle se cache derrière cette œuvre, en particulier ce livre? Mais c'est l'idée que la vie est pas simple, qu'elle n'est pas drôle. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure du roman d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est enfant et on croit à plein de choses et on découvre et finalement les choses sont belles et simples. Et puis plus on va avancer, plus ça va se complexifier et plus on se rend compte qu'effectivement parfois c'est plus dur de vivre que de mourir dans certaines situations, bien sûr. Et vous, à ce stade de votre vie, vous en êtes où par rapport à tout ça? Par rapport aux injonctions à vivre épanoui, à votre mélancolie, puisqu'on reprend toutes les choses que vous avez mentionnées? Mais moi, je ne vis pas ça comme une injonction, le fait de vivre. J'ai un frère qui s'est suicidé et qui était probablement la personne la plus gentille, la plus aimée et la plus talentueuse que j'ai connue dans ma vie. Et je ne suis pas le seul à le penser. Et pourtant, il s'est tué. Et il a refusé à vivre. Et il a refusé de vivre. Et il a refusé tout ce que la vie pouvait lui apporter. Et je ne pense pas qu'il ait eu raison. Je pense qu'il aurait dû être heureux, et surtout avec tout ce qu'il avait. Donc il n'y a pas... Ça me gonfle, moi, cette idée qu'on considère comme une injonction le fait de vivre. Non, on a une vie, elle n'est pas si longue que ça, on peut faire plein de choses, belles, enrichissantes, généreuses ou pas, ça peut être... Peu importe la façon dont on vit. Vous avez pensé à lui en écrivant ce livre ? Dès que je fais un film ou que j'écris quelque chose, oui, je pense à lui. Maintenant, voilà, c'était il y a longtemps, hein, mais oui. Il y a des gens qu'on n'oublie pas, mais il n'y a pas que lui. On a tous nos cimetières intimes et voilà, avec des gens qu'on aime et à qui on pense, auxquels on pense, et voilà. Mais oui, c'est lui et c'est d'autres. Mais parce qu'en fait, finalement,
le livre pose aussi la question du suicide, parce qu'à partir du moment où on accepte d'être tué, c'est aussi une forme de suicide. Ah, c'est une forme de suicide. De toute façon, Skender, quand il accepte et qu'il négocie les 3 millions, il dit j'ai bien négocié, parce que finalement, si je ne les avais pas croisés, si on ne m'avait pas fait cette proposition, je serais probablement mort, ou peut-être mort dans 3 semaines, parce que je me serais jeté à la Seine. Donc le résultat était le même, et mes enfants n'avaient pas l'argent. Donc il dit j'ai fait une bonne affaire, tout va bien. J'ai bien négocié. Vous avez pardonné votre frère ? Oui. Non, mais ça, c'est... oui. Bah oui, parce que c'est quand même au cœur aussi du livre, on le sent. Enfin, toutes ces questions reviennent, et puis elles sont tellement fondamentales. Et oui, la vie vaut d'être vécue. Oui, moi, je ne vis pas ça comme une injonction. Le fait qu'il y ait cette idée qu'il faut vivre et qu'il faut en profiter, faire que... Si on pensait plus à faire de notre vie une belle vie, chacun individuellement, mais vraiment, pas uniquement en gagnant de l'argent, peut-être le monde irait mieux si on aimait plus la vie, pour ce qu'elle est, ce qu'elle a de beau. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie ? Quels sont ces moments ou ces choses que vous faites, ces moments simples ? C'est bête, hein. C'est un coucher de soleil, c'est une fleur qui pousse, c'est un arbre. C'est éplucher une pomme de terre dans le livre. Éventuellement. J'allais y venir, ouais. Il y a quelque chose. Alors c'est là qu'on arrive dans la partie plus bouddhiste. Oui, c'est assez zen. Ouais, il y a des. En fait, Skander aime plus que tout au monde éplucher les pommes de terre. Son fils d'ailleurs va hériter de ce. C'est son fils qui aime ça. Voilà. Et Skander va s'y mettre aussi. Et il y a quelque chose en effet tellement simple et beau à éplucher une pomme de terre, à ces gestes simples qui sont sublimés dans le livre et qui sont aussi au cœur de ce qu'il y a de plus beau et de plus jouissif en fait dans la vie, et c'est très joliment décrit, et donc ça contraste avec cet aspect plus lourd, plus judéo-chrétien qui est dans le livre, juste ce côté, juste être en fait, être présent, et comme l'imminence de la mort rend le présent d'autant plus fort et nous ramène à la vie. Oui, mais c'est son parcours, en fait. C'est le parcours de Skander. C'est-à-dire qu'il part de cette idée de rédemption, il est très, effectivement, judéo-chrétien. Et puis, alors qu'il est musulman d'origine. C'est plutôt bosniaque ou kosovar. Oui. Et donc, mais avec quand même ce poids qui porte et cette envie de se rédimer. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que ça avance, il remet en question ses propres mythologies aussi. Il y a tout un passage sur sa famille, sur ce qu'on lui a transmis, sur les récits de son père, et surtout qui vient des Balkans. Donc c'est une région où le récit justement de l'histoire a une importance particulière. Et il va remettre tout ça en question, sa façon de penser, la façon de transmettre à ses enfants. Qu'est-ce qu'on dit à ses enfants ? Qu'est-ce qu'on leur raconte de leur histoire ? Comment on se construit ? Et petit à petit, ce qui va avoir envie de leur léguer, c'est comment on ramasse des champignons, comment on épluche une pomme de terre, comment on regarde le monde, plutôt que comment on existe en tant que guerrier, que soldat, que combattant, attaché à un pays, à ce genre de choses qui n'ont pas beaucoup de sens finalement. Et puis après il y a toutes les questions de l'amour et des femmes dans le livre. J'ai trouvé aussi intéressant parce qu'en fait tous les personnages féminins sont extrêmement... En fait, le regard que les femmes portent sur les hommes dans ce livre et les cadres, les ancres, en fait on a l'impression qu'il est extrêmement important. C'est-à-dire le regard que la femme de Skander porte sur lui, le regard que Madame porte sur Max, qui est son homme de main, les galvanise, les cadres aussi, il est très important. Pourquoi vous riez ? Oui, parce que c'est vraiment ça, mais parce qu'ils sont tellement à la ramasse. Ben ouais, mais donc les mecs sont à la ramasse. Ouais, mais alors, je viens de vous... On en a parlé un peu avant l'émission. Ouais, ils sont un peu perdus, en fait, sans ces femmes. Ils sont aussi
j'ai l'impression que leur manière d'exister, c'est au travers de la responsabilité, qui est un motif central de la fresque masculine. Ils sont aussi un peu perdus autour de la virilité, en fait, finalement, des questions très contemporaines. Oui, oui. Mais c'est plus que la virilité, c'est l'image qui... oui, c'est le récit autour. C'est à nouveau, c'est depuis Homère. C'est quoi un mec? Mais c'est quoi pour vous être un homme? Mais vous, Lucas Bellevaux, c'est quoi pour vous être un homme? Moi, je ne me pose pas tellement la question, finalement, de ce que c'est qu'être un homme ou une femme, etc. Je suis humaniste, je crois en l'être humain, et je pense que fondamentalement, ontologiquement, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, les différences, elles sont génétiques, elles sont hormonales, voilà, mais c'est physique, quoi. À part ça, sur tout le reste, il n'y a aucune différence. Il y a aucune différence. Je pense que on voit des femmes politiques se comporter comme des hommes, comme des attributs qu'on accorde aux hommes, leurs qualités, leurs défauts, et c'est normal. Enfin, moi, ça ne me frappe pas, quoi. C'est pareil, c'est pareil. Après, il y a la culture qui a fait que, et selon les pays, les cultures, la femme et l'homme sont différents un peu culturellement dans le récit ou dans la façon dont on se construit, mais fondamentalement, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. On a les mêmes peurs, on a les mêmes... On a le même besoin d'amour, d'aimer, d'être reconnu, d'être aimé tel qu'on est. Pareil. Ou pas. Mais je pense que, en fait, ce que je veux dire quand je dis c'est pareil... Le roman noir, en fait, c'est une grande histoire d'amour. C'est deux grandes histoires. Deux grandes histoires d'amour. Pas deux, c'est des grandes histoires d'amour. Des grandes histoires d'amour. Bien sûr. Mais encore une fois, oui, les femmes. Alors, les histoires d'amour, je précise pour qu'on comprenne. Skander et sa femme, Max et Madame, mais aussi une histoire d'amour entre père et fils, la paternité. Alors justement, ces hommes un peu perdus, ils sont perdus aussi un peu en tant que père. D'ailleurs, il a une phrase assez intéressante que j'ai trouvée assez belle sur la paternité. Je me suis demandé si vous parliez de vous en l'écrivant. Je me pose toujours cette question. Skander dit « Personne ne m'a appris à être père, c'est eux qui m'ont appris. Ce sont mes enfants qui m'ont appris à être père. » Oui, parce qu'il avait un mauvais père. Donc, et vous, il était comment, le vôtre? Je n'en parlerai pas. Mais j'évite de parler de moi. C'est pas... d'une part, par pudeur, et puis... Mais vous m'en voulez pas d'essayer, je suis curieuse. Pardon? Vous ne m'en voulez pas d'essayer? Non, il y en a d'autres qui ont essayé. Oui, mais ça... Peu importe. On s'en fout. Ouais. On s'en fout pas, mais j'ai appris il y a quelques jours que Nabokov aussi, il voulait pas qu'on fasse le lien entre l'œuvre et la vie de l'auteur. Ça l'intéressait pas. Et je pense que, ouais, c'est... Après, mais j'ai pas envie de parler de... Tout à l'heure, j'ai parlé de mon frère presque par accident. Enfin, c'est des trucs qui échappent, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave parce que ça, c'est apaisé. Il est mort, et puis voilà, on peut en parler. En plus, si c'était quelqu'un de public, mon père vit, ma mère vit, mon autre frère vit. Mais vous avez le droit d'avoir une histoire, et elle a le droit de transpirer au travers de votre œuvre. Votre œuvre, de toute façon, transcende votre histoire. Donc, c'est pas grave. Oui, mais c'est pour ça qu'on peut parler des livres et des films sans problème, sans aller parler. Oui, moi, je suis un petit peu... Parce que j'ai cette... Parce qu'eux ne sont pas responsables de ça. Enfin, ils sont pas... j'ai décidé d'écrire, d'avoir un métier finalement public, au bout du compte. Mais eux, ils n'ont pas choisi ça. Donc, c'est vrai qu'on parle d'eux en parlant de soi, et sûr. Que c'est impudique et ils ne le souhaitent pas forcément. Oui. Je n'ai pas à faire leur outing, enfin, à outer leur vie. Mon histoire, c'est aussi la leur. Et donc, si je raconte mon histoire personnelle, je raconte la leur, et ils ne sont pas forcément d'accord, ils sont pas là pour se défendre ou pour acquiescer. Donc voilà. Donc finalement, la seule chose que vous m'aurez vraiment dite sur vous, c'est que vous êtes un humaniste. C'est quelque chose qui... Ouais. Et donc ça résume finalement toutes les questions posées avant, la différence entre les hommes et les femmes, les sentiments, Oui.
Cette affaire de point de vue, elle est extrêmement humaniste. Et c'est un humanisme politique. Ou philosophique aussi, mais je pense quelque part philosophique, moins philosophiquement. Vous avez une façon bien à vous de montrer les subtilités des injustices, en fait. Qu'est-ce que vous trouvez de plus injuste aujourd'hui ? Mais il y a de l'injustice même naturelle, je dirais. Un enfant malade, c'est injuste. Un enfant gravement malade, il y a quelque chose qui est d'une injustice insupportable, mais on n'y peut pas grand-chose. Enfin, certains peuvent, mais sinon, l'injustice dont je parle, c'est celle qui est provoquée par les êtres humains. Celle-là est insupportable. L'injustice contre laquelle on peut quelque chose. Et ne pas le faire est insupportable. Et je ne fais pas grand-chose contre, hein, souvent. J'essaye au moins d'être juste moi. C'est déjà pas mal. Vous avez cette phrase, je crois que c'est page 287, « La culture ne protège pas de rien, au contraire. Celui que j'étais avant d'être cultivé, entre parenthèses, ça c'est Max qui parle, qui s'est cultivé un peu tard dans la vie. Donc je reprends, celui que j'étais avant d'être cultivé ne l'aurait jamais présenté à madame pour faire de lui ce qu'elle voulait en faire. Un homme est un homme, peu importe le reste, ce qu'il a fait, ce qu'il fera, pour qui et pourquoi. Il n'est d'abord que ce qu'il est, incapable de comprendre les troubles qui le traversent, de résister à ses envies, à ses besoins, c'est ainsi. » Oui, je crois ça. C'est audacieux de finalement annihiler l'importance de la culture. Non. Ou de remettre en question l'importance de la culture. Mais on le sait depuis très longtemps que des sociétés extrêmement attachées à l'art, à la culture, ont été capables d'ignominie sans nom. Alors on parle tout le temps des nazis, mais même avant eux. Même avant, on a eu à la Renaissance des sociétés extrêmement avancées et où on étripait les gens à tour de bras et où la condition humaine n'avait pas beaucoup de sens. Donc il y a la culture, et à laquelle je suis extrêmement attaché, mais je pense qu'elle ne sauve pas, elle ne sauve de rien. Alors, ce qui nous sauverait, c'est quoi ? Le courage. La notion de courage, d'ailleurs, pour vous, est importante. C'est l'éthique qui peut nous sauver, et l'humanisme. C'est une éthique humaniste, se dire que, et peut-être c'est judéo-chrétien aussi, se dire que voilà, l'autre a autant d'importance que soi. Et c'est le truc basique, mais presque bêta, de dire qu'on ne fait pas à un autre ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous. C'est tellement simple. On ne met pas une baffe à un enfant. Voilà, il ne peut pas se défendre. Il y a cette idée-là aussi en général, on ne met des baffes ou des coups de poing dans la figure qu'à ceux qui ne peuvent pas les rendre. Hein. Dès qu'il y a ce risque-là, on se pose la question à deux fois. Et donc, je pense que le cœur de la question, c'est ça. C'est la question du respect et de reconnaître à l'autre ou voir en l'autre la même importance que soi-même. Oui, mais pour ça, il faut se connaître soi aussi. Donc ça passe par aussi traverser des épreuves, accepter une forme d'introspection, accepter s'accepter soi, accepter son histoire. Oui, mais ce n'est pas une question de culture. Non, mais précisément, mais c'est pour ça que j'ai noté cette phrase. Oui. C'est parce qu'elle est très audacieuse et qu'elle vient, et surtout en France, qui révère la culture et qui, avec toujours ce postulat que l'ignorance est à l'origine des plus grands maux, mais vous riffez sur ignorance et culture, justement. Enfin, il y a une nuance entre savoir et culture. Et vous faites cette distinction, qui, je pense, est très intéressante. Ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs mais puisque vous aimez bien, je vais vous parler un peu de moi. Mais j'ai un grand-père qui était, des grands-parents, qui était ouvrier. Et ma grand-mère lisait un peu. Elle lisait beaucoup, elle a la bibliothèque, ils ont eu la télé tardivement, puisqu'ils étaient nés au tout début du siècle dernier. Et mon grand-père était lui-même issu, c'est des familles très nombreuses, c'est Zola, leur origine. Ils sont nés en 1900 ou à peu près, et donc jusqu'à la guerre de 14, ou les années 20, 30, où socialement ça commence à s'arranger, leur enfance et leur adolescence, c'est Zola, en gros.
Et donc, il faut se construire là-dessus et apprendre ce que c'est que, à la fois la justice par rapport à ses petits frères, ses petites sœurs, sa famille. C'est des histoires, c'est des gens qui ont connu 2 guerres mondiales, 2 occupations, mais pas cultivés du tout. Mon grand-père, il n'a jamais lu un livre, je crois. Et pourtant, il lisait le journal, mais il était d'une éthique absolue. C'était extraordinaire. C'était un homme d'une droiture, d'une honnêteté, et qui, pour le coup, n'aurait pas fait de mal, mais à qui que ce soit, ni à un chien, ni à un homme, ni à un enfant, rien. C'était... Et pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été envoyé, il était un peu âgé déjà, puisqu'il était né au tout début du siècle, plus en âge de combattre. Et il n'avait pas été mobilisé parce qu'on avait besoin d'eux dans l'industrie. Après, quand les Allemands arrivent, ils les prennent et ils les envoient en stalag pour travailler dans l'industrie allemande. Et avec ses frères, enfin certains de ses frères, ses beaux-frères, ils se sont évadés, ils ont pris le maquis. Enfin, ils sont cachés dans les bois. Mais ils n'ont pas rejoint les maquis. Ce qui, moi, enfant, m'a beaucoup questionné. Je me dis, mais mon papa, pourquoi t'es pas rentré dans un maquis? Et il m'a dit, parce qu'ils ont tué des ouvriers. Ils tuaient les ouvriers, c'était pas des mecs bien. Et donc il m'a raconté l'anecdote où effectivement le maquis est descendu dans le village une nuit pour arrêter un type et son fils qui travaillaient sur un chantier allemand. Et ils les ont pendus. Et qu'on pende un père et son fils parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont gagné leur vie. Alors c'est vrai que c'était sur un chantier allemand, je ne dis pas que c'était que je l'aurais fait, peu importe. Enfin, peut-être d'ailleurs, j'en sais rien. Mais lui, ça l'avait scandalisé. C'était pas possible. Et donc il y avait quelque chose du Camus presque en lui. Un homme, ça s'empêche, quoi. C'est un homme qui s'interdisait des choses par éthique, par morale, alors qu'il n'avait aucune culture. Il n'avait jamais appris ça. Et c'était très beau, très fort. Je l'ai compris que très tardivement. Quand je l'ai compris, voilà, il était très vieux. J'ai pas pu parler de tout ça avec lui vraiment. Mais et de toute façon, il en aurait pas parlé, il parlait pas. Mais ça explique des choses alors. Il parlait pas grand. Si, il parlait, mais il parlait des choses du quotidien. Il pouvait parler du foot, bien sûr, mais plein de choses. C'était une génération qui n'exprimait pas ses sentiments aussi. Oui, c'était des choses. Si, il était aimant. C'était pas. Non, je veux dire, ses sentiments. Oui. Il le disait pas forcément, mais on comprenait, quoi. Il avait une façon de le faire passer, etc. Mais il parlait pas. C'est pas un homme qui avait une réflexion, philosophique ou intellectuel. Il n'avait pas un processus intellectuel. Son processus de réflexion, il était moral, il était éthique, et ça suffit. En tout cas, cet humanisme transparaît. Et d'ailleurs, je vais vous lire une petite lettre qu'on m'a transmise hier après-midi. Et je vais vous la lire pour justement célébrer cet humanisme dans votre œuvre. Alors, je vous la lis. Elle m'a beaucoup émue et je tenais à vous la lire. Cher Lucas Bellevaux, je me permets ce cher et ces quelques mots en espérant que ma démarche ne soit pas trop cavalière à vos yeux. Je suis compositeur de musique de film et on m'a un jour posé la question « Avec quel réalisateur aimerais-tu travailler ?» Question à laquelle je réponds à chaque fois « Lucas Bellevaux ». En effet, j'aime votre cinéma car j'y trouve une réalité, celle de vos personnages et de leurs histoires, de gens ordinaires, parfois embarqués dans l'extraordinaire. Du fait de mes origines sociales, issues d'une banlieue parisienne, je peux affirmer avec certitude que je reconnais l'humanité de ces personnages ainsi que leurs histoires dans La raison du plus faible, Chez nous, 38 témoins et des hommes. Même dans Pas son genre. Je reconnais même la réalité de la très chabrolienne famille Graff dans Rapt. Il y a tellement à dire. L'insistance avec laquelle Aurélie Lévy m'a suggéré de vous écrire m'a permis de surpasser ma réserve et vous exprimer mon admiration pour votre travail et mon envie véritable d'y participer. J'aime les histoires, j'aime que l'on m'en raconte et j'aime la manière dont vous les racontez. Peut-être un jour aurons-nous l'occasion de le faire ensemble. J'ai trouvé que c'était... Vous avez réussi quelque chose. Ce que votre grand-père vous a transmis, en fait, à travers ces histoires, je pense que vous arrivez à le véhiculer et ça se... Oui, j'espère. Cette lettre en est la preuve. Ouais. Vous me demandiez tout à l'heure si je pensais
à mon frère quand j'écrivais. Ouais. Et donc, bien évidemment, mais aussi à cet homme-là, mon grand-père. Mais c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais quelque part, la lettre ne me surprend pas, parce que c'est pas la première fois que des gens viennent me voir et qui me disent des choses. Je sais que parfois, alors c'est pas, mes films, ils marchent pas extraordinairement bien, c'est plutôt des succès d'estime, enfin certains qui ont pas trop mal marché, mais c'est jamais des grands succès. En revanche, je sais qu'ils touchent certaines personnes très fort. J'ai réussi à toucher des gens, et avec le livre aussi. Par moments, je vois des gens qui sont touchés, qui sont émus. Et voilà, après, qu'il y en ait beaucoup, c'est une autre question. Quelque part, peu importe. Mais moi, ce qui me touche, c'est ça. C'est d'avoir des gens qui viennent me dire que, ou un film, ou qui se sont retrouvés dans un de mes films, ou là dans le livre. Ça commence. Il y a déjà des lecteurs qui viennent m'en parler un peu, ou qui l'écrivent sur Internet, ça me touche. Et il y a quand même cette idée que parfois, peut-être on adresse les films ou avec les livres, c'est la même chose, à une personne, et déjà c'est bien. Et ça, je l'ai compris avec mon premier film, en fait. C'est que mon premier film, c'était un peu un échec, et critique et commercial. Et pourtant... C'est lequel, votre premier film ? C'est un film qui s'appelle Parfois trop d'amour. Ah, je ne l'ai pas vu. Mais que pratiquement personne n'a vu. Enfin, c'est très, très peu de personnes l'ont vu. Et vous avez appris quoi, alors, justement ? Mais j'ai appris que c'était important qu'il y ait une personne qui en parle bien et qui ait tout compris. Et là, je me souviens qu'il y a au moins une, il y en a eu un peu plus, mais il y en a une qu'il a écrit dans un journal. Et je me suis dit, voilà, peut-être j'ai fait ce film que pour cette personne, mais c'est important. Et voilà, il y a quelqu'un qui a compris le film, enfin, ou qui a raisonné avec le film. Et donc, voilà, c'est cette idée d'humanité, quoi, qu'on est relié, ou on est relié avec certains qu'on ne connaît pas, et pourtant, on est touché par les mêmes choses, on est ému par les mêmes choses, même si on n'a pas vécu les mêmes choses, mais il y a quelque chose qui nous relie, et c'est vachement bien. Et faire des films ou écrire des livres, ça permet de se connecter avec ces gens-là et créer une espèce de réseau, de toile informelle, et qui n'est pas nécessairement... On ne connaît pas tous ces lecteurs ou tous les spectateurs, mais eux, ils vous connaissent et ils se sentent... Et si moi, je me sens moins seul quand j'entends ce genre de lettres ou quelqu'un m'en parle, je me dis qu'eux aussi se sentent moins seuls quand ils voient un film ou qu'ils lisent un livre qui leur parle à eux intimement. Et ça, je trouve ça vachement important. Mais bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus noble. Oui. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai posée ou un passage sur lequel nous avons conversé qui vous revient en cette fin d'interview ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous reste ? Pas vraiment. Il y a une question qui revient ? J'ai l'impression qu'on a creusé un sillon, qu'il y a eu un sujet c'était lequel ? de conversation, à la place de l'homme ou de l'humain dans l'écriture, ce qui est je sais pas le mot que vous avez employé, mais l'idée de profusion des sujets peut-être, ou de profondeur, quelque chose qui... Il est très profond, votre livre. Mais vous l'êtes, et c'est... Et vous avez en plus le talent de rendre la chose assez trépidante, ce qui est quand même assez rare. Enfin bon, voilà, on s'ennuie pas. Moi, je l'ai lu d'une traite. J'ai passé un super... Mais ouais, mais c'est votre boulot. Et vous l'avez vraiment bien fait. C'est mon boulot. Parce que c'est bien gentil de vouloir communiquer des sentiments, etc. Encore faut-il savoir le faire. Et vous le faites vraiment bien. On sent la pratique scénaristique. Après, j'ai envie juste d'avoir... Après, on termine l'entretien, parce qu'il est déjà très long, mais juste une question... sur le travail avec l'éditeur, etc. Parce que vous avez travaillé de façon très proche avec l'éditeur. Parce que c'est différent avec un scénario et un producteur. Normalement, ça devrait pas être différent. Il se trouve que j'ai rencontré peu de bons lecteurs chez les producteurs. Parce qu'ils lisent déjà en pensant au public, au succès potentiel ou pas, et sans voir. Alors qu'un éditeur, à la fois... Mais c'est un peu différent, parce que le producteur, il lit quelque chose qui n'est pas fini. La finitude, ça sera le film. Et donc, ça dit, ils ne sont pas
ceux qui disent pas bien ne voient pas bien les films au montage non plus. Donc, mais c'est pas pareil, parce qu'un éditeur, il reçoit un objet à peu près terminé. Enfin, pas terminé, mais on parle de l'objet assez proche de ce qui va être lu. Et donc, là, le premier lecteur professionnel, ça a été Laurent Mauvigné, dont on est assez copains. Je venais Vous le remerciez dans le bouquin, j'ai vu. Oui. Ben justement pour ça, parce qu'il a été le premier lecteur hors intimité. Et quel lecteur, parce que c'est un sacré écrivain aussi. Ouais. Il l'a fait très, très chaleureusement, généreusement et précisément. Il l'a vraiment bien lu plusieurs fois. Etc. Vous nous partageriez une note qui vous a vraiment aidé, ou c'est trop intime? Un truc qui vous a dit, qui a un petit peu... Non, c'était vraiment des détails. D'accord. À un moment, il a carrément pris le livre. Enfin, il a pris 2 chapitres et il m'a dit « Je vais te montrer ce que je ferai comme coupe ». Et puis, il m'a renvoyé les chapitres avec ses coupes. Et alors? Et donc, c'était vachement bien. Enfin, c'était très utile. Après, je n'étais pas d'accord avec toutes, mais je les comprenais. Mais la plupart, je les ai gardées, bien sûr. Et donc, Laurent m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc, je dirais que le premier travail d'édition, c'est Laurent qui l'a fait. Le premier G. Premier regard d'éditeur, en quelque sorte, c'est lui. Ouais. Ensuite, c'est lui qui m'a présenté l'éditrice qui a édité le livre. Et c'était qui s'appelle, alors parce que dans cette émission, on note... Laure de Fiol. Voilà, très important. Je tiens à ce que dans cette émission, on parle toujours de l'éditeur. Parce qu'on écrit seul, mais pas, on est accompagné. Oui, on est accompagné. Et c'est important. Et donc, Laure l'a lu... de célébrer les accompagnateurs que sont les éditeurs. Elle l'a lu très vite. Elle l'a lu en 3 jours. Elle a mais c'est ça. Mais entre nous, Lucas, un producteur, il met des mois à lire 15 pages. Les éditeurs, ils lisent vraiment tout de suite. C'est incroyable. Enfin, ils sont sollicités, mais... Ouais. Et donc, Laure qui est de votre génération, enfin, pas loin de la mienne, quand même. Et elle a travaillé 15 ans aux éditions de Minuit. Et donc, elle a été bien formée, quoi. Et donc, j'ai eu... Nouveau roman, tout ça, tous ces... D'ailleurs, Mauvigné est aux éditions de Minuit. C'est comme ça qu'il la connaissait. Ok, d'accord. Et donc, elle a... d'une part, elle lit extrêmement bien. C'est-à-dire que sa légitimité n'a été que sur son savoir-faire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas... J'étais pas en tant qu'éditrice parce qu'elle a une maison d'édition. Moi, je l'écoutais parce que ce qu'elle me disait résonnait, était juste. Après, je pouvais ne pas être d'accord nécessairement, mais ça posait une question, une bonne question à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Et elle m'a fait retravailler le livre. Et donc, ça a été un travail vraiment de dentelle, quoi, sur des détails. En gros, la construction était là. Enfin, pas en gros, les chapitres étaient là, ça n'a pas bougé. Le principe du monologue. De donner des voix différentes à chaque... Tout ça, c'était écrit. Elle a eu un objet fini. Après, il fallait le lisser, quoi. Il fallait le vernir, il fallait le rendre mieux, quoi. Et donc, pour le processus créatif, donc, vous avez une journée type, vous avez des rituels, comment vous bossez? Finalement, non, j'en ai eu longtemps. Enfin, c'était pas des rituels, d'ailleurs, c'était une discipline. Plus, bien sûr. Être devant la table à 6 heures et puis travailler jusqu'à 9 heures. 9 heures, prendre une pause. Et après, le travail était plus que d'écrire vraiment, c'était de reprendre ce qui avait été écrit avant. Bon, ça, c'est une fois que c'est... Parce que c'est pas le même cerveau, c'est ça. Donc, vous profitez du cerveau très, très frais, c'est-à-dire de la matière grise vraiment vibrante. Pour ce qui est de l'invention, 6 à 9. Et café, donc vous mangez rien de 6 à 9. Vous prenez un café et vous enchaînez jusqu'à 9. Et vous vous couchez à quelle heure? Pas très tard, vers 11 heures. D'accord, donc vous dormez quand même, vous n'êtes pas insomniaque? Ah oui, non, je dors. On a besoin d'une discipline. Sinon, on peut partir dans tous les sens. On n'en finit jamais. En plus, moi, je sais, je peux me dissoudre dans le... C'est vrai. Entre la lecture, la télé, la radio, le journal. Vous consommez infos, beaucoup de tout etc. ça. Pas que je consomme, mais... Et donc, je sais que de 6 à 9, j'allume pas la radio, j'écoute pas de musique, il y a rien, quoi. C'est juste j'écris. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de coup de téléphone, tout va bien, quoi. Et donc là, franchement, ça avance. Combien bien. de temps vous avez mis pour écrire? Je me rends pas compte parce que je me suis interrompu. En gros, c'est sur 1 an à peu près. Ouais. Un peu moins peut-être. Mais je me suis interrompu pour la sortie du film, pour la sortie de Des Hommes, donc j'ai pas écrit pendant plusieurs mois.
Et du coup, parce que souvent dans les promos, il se passe des choses aussi. Les gens nous racontent des histoires qui viennent nourrir après ce qu'on est en train de faire. Parce que est-ce que pour la promo des hommes... Parce que vous étiez quand même en train de parler du même sujet, c'est-à-dire quand même de soldats, de chocs de la guerre. Oui, mais d'une autre façon. D'accord, donc ça n'a pas trop influencé. J'ai pas l'impression, je pense que la lecture, oui, faire le film, probablement, ça vient pas de nulle part. Et beaucoup de recherches ou pas vraiment? Non, il n'y avait pas de... Non, le fait justement de lire beaucoup de journaux, de livres, de regarder des reportages à la télé, des documentaires, tout ça, ça nourrit d'une manière générale. En tout cas, bon, on arrive un peu à la fin. Là, on a été très long, mais c'était tellement agréable de discuter avec vous. Vraiment, bravo pour ce livre. Je vous souhaite une super entrée. Je suis sûre que vous serez sur des prix et tout ça. Ah oui, puis surtout, la grande différence quand même avec les promos de films et les promos de livres, c'est qu'on est avec les écrivains pour les promos de livres. Oui, on rencontre les autres. Ça, c'est très agréable. Ça, c'est sympa. Ouais. Moi, j'ai adoré cette partie-là. J'ai commencé, je ne connaissais pas. Donc, j'ai fait, il y a 3 semaines, on était à Namur, en Belgique, pour l'Intime Festival. Qui est sympa. Il y avait Morges ensuite. On était à Morges. Et là, Festival de Besançon, parce qu'on est quand même en train de se parler pour le Festival de Besançon. Donc, j'espère qu'il sera... C'est super, Besançon. Les gens qui viennent lisent beaucoup. Les conversations sont intéressantes avec les lecteurs. Donc, vous verrez, c'est très sympa. Mais je n'en doute pas. Je connais la ville en plus. Je suis allé il y a longtemps. J'ai donné des cours J'ai animé un atelier à la fac de Besançon parce qu'ils avaient un atelier théâtre. C'est une très belle ville. Ouais, j'aime beaucoup. Elle est habitée par des plumes aussi. Enfin, on sent que... Oui. Ouais. Il y a une vraie appréciation de la littérature, de l'exercice littéraire. Et tout ça. C'est une très chouette ville. Je suis très heureuse que les lecteurs soient au rendez-vous et d'y être aussi. 16, donc je rappelle 16, 17, 18 septembre à Besançon. L'entrée est gratuite, il y aura plein de rencontres, etc. Mot de la fin, quelle est la plus belle chose qu'on vous ait dite? D'une manière générale ? Ouais. Professionnellement, c'est des anciens combattants d'Algérie. Enfin, c'est un ancien combattant d'Algérie qui est venu me voir à la fin d'une projection, qui m'a pris dans ses bras, qui était très ému, qui était avec sa femme, et qui m'a dit merci d'avoir fait ce film. Ce que vous racontez là, je l'ai vécu. Et il a dit maintenant, vous savez, je ne vais plus dormir pendant 6 mois, mais il fallait que vous le fassiez. Et donc voilà, ça c'est professionnellement, rien que d'y penser, ça m'émeut encore beaucoup. Et je pense que ce film, hélas, il est sorti juste après le confinement, au moment où les salles réouvraient. Il n'a pas été assez vu à mon goût, mais il a réussi dans ce sens. J'ai réussi mon coup dans le sens où l'idée c'était quelque part de tisser un pont transgénérationnel, que les petits-enfants, les enfants, les neveux, tout ça, entendent la voix de ceux qui n'ont pas parlé et qui commencent peut-être aider à parler ceux qui n'avaient pas parlé jusque-là. Et j'ai eu beaucoup de retours de spectateurs comme ça, de gens qui m'ont dit voilà, maintenant que j'ai vu votre film, je comprends pourquoi ou mon père ou mon oncle était ce qu'il était. Et voilà, c'est très émouvant, ça. Comment vous aimeriez qu'on se souvienne de vous? Comme un garçon sympathique. Ouais. C'est fou, comme quand on questionne un homme, il répond toujours par la phrase garçon. Comme quoi, ce sont des éternels garçons. Mais en tout cas, oui, on ne va pas dire un homme, ça voilà. En tout cas, j'ai eu une bribe du garçon en vous. J'ai pris énormément de plaisir à avoir cette conversation. C'était très agréable. Oui. Je vous suis très reconnaissante d'être venue, de vous être livrée. En plus, j'ai bien compris que je vous avais poussé dans vos retranchements. Vous avez été très, très généreux. Merci. Vraiment, j'encourage tout le monde à lire le livre. Il est super, comme toute votre